Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui là, pour vous parler d'impact du climat sur la production de sirop d'érable. Quelques mots en guise d'introduction. Donc, il est bien connu là, que le climat, il est bien connu des acériculteurs, en fait, que le climat a une influence sur la coulée. On sait là, généralement que les bonnes coulées sont associées aux jours où il fait froid la nuit et où il y a un dégel durant le jour. Toutefois, là, on a très peu d'informations quantitatives là, sur l'effet du climat, sur les variations interannuelles de la coulée ou de la production acéricole au Québec. Aujourd'hui, donc, c'est donc mon intention là, de vous partager les informations qu'on a acquises au cours des 10 dernières années, grosso modo, concernant l'impact du climat sur la production acéricole. Ce que je vous propose comme ordre de présentation, c'est très brièvement de faire un portrait de l'évolution de la production acéricole au Québec là, au cours des 40 dernières années. Ensuite de ça, très brièvement, mais je vais revenir sur quelques concepts là, qui touchent les changements climatiques, donc remettre un peu en contexte des changements climatiques pour finalement aborder là, plus directement les études qu'on a réalisées concernant l'impact du climat et des changements climatiques sur la production ou le rendement à l'entaille là, des érablières. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, très brièvement, comme je vous disais, un petit récapitulatif de l'évolution de la production de sirop d'érable au Québec. Comme on le sait tous, là, je n'apprends rien à personne en mentionnant que le Québec est le principal producteur de sirop d'érable mondial, en fait. On compte là, pour grosso modo, plus de près de 70% de la production mondiale, bon an, mal an. Et puis, à quoi est dû là, cette augmentation, le fait qu'on est le principal producteur de sirop d'érable? C'est évidemment l'évolution technologique qui a permis aux acériculteurs, en fait, à une seule entreprise ou un seul acériculteur de pouvoir entailler des milliers et des milliers d'entailles de manière à pouvoir produire beaucoup plus par chacune là, des entreprises acéricoles. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Bien, ici, je vous représente le graphique de l'évolution de la production de sirop d'érable représenté par la ligne orange. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé grosso modo là, entre 20 et 40 millions de livres dans les années 80 et qu'actuellement, on est plus autour de 150 millions de livres produits annuellement pour atteindre un pic ou un record là, historique de tout près de 180 millions de livres en 2020. Parallèlement à ça, ou à quoi est due cette augmentation-là de production? Bien évidemment, à l'augmentation du nombre d'entailles en production. Donc, en chiffres, là, ça représente 15 millions d'entailles, grosso modo, dans les années 80, alors qu'on est rendu à plus de 45 millions d'entailles, donc près de 3 fois plus d'entailles en production. Si on divise la production annuelle par le nombre d'entailles en production, bien, on va pouvoir remarquer que le rendement à l'entaille, donc la production par chacune des entailles en production, varie grandement en fait d'une année à l'autre et puis que certaines années, on peut observer des variations importantes, presque du simple au double. Par exemple, ici, en 93, où est-ce qu'on avait tout près de 1,5 livres à l'entaille et en 94, on est tout près là, du 3 livres à l'entaille. Donc, des grandes variations d'une année à l'autre en termes de rendement, donc la production pour chacune des entailles en production. Il n'y a pas d'autres facteurs comparativement au climat qui peuvent expliquer en fait ces variations-là d'une année à l'autre. Il faut comprendre que c'est les mêmes érablières là, qui sont comparées grosso modo d'une année à l'autre. Donc, les grandes variations qu'on observe à court terme comme ça sont nécessairement dues aux variations climatiques et aux conditions climatiques qui entourent là, ou qui régissent cette variabilité-là. C'est en croisant en fait les statistiques historiques de rendement à l'entaille avec les données climatiques qu'on a tenté de mieux comprendre comment le climat influence la variabilité à la fois temporelle, donc comment la variabilité du rendement d'une année à l'autre, mais aussi spatiale sur le territoire en Amérique du Nord, donc à chacune des régions et chacun des États américains. On va y arriver un petit peu plus tard. Je voulais seulement là, faire une petite parenthèse sur les changements climatiques.
C'est des concepts qu'on peut penser connus par tous, mais je voulais seulement là, résumer très brièvement qu'en ce moment, depuis en fait les années 60, depuis la période industrielle, lorsqu'on brûle des combustibles fossiles comme le gaz naturel, le pétrole, le charbon, on va émettre dans l'atmosphère des grandes quantités de gaz à effet de serre. Et puis, ces gaz-là vont en fait emprisonner la chaleur. Ils vont empêcher la chaleur qui devrait normalement être réfléchie et sortir de l'atmosphère. Les gaz vont emprisonner cette chaleur-là et la chaleur terrestre, en fait, la chaleur ambiante va augmenter. On peut penser souvent que les changements climatiques, c'est dans l'avenir, c'est de la projection, mais en fait, c'est aussi basé sur des observations, puis on est en plein dans les changements climatiques. Ici, ce que je vous présente, en fait, c'est les mesures de CO2 atmosphérique, donc non pas le climat, mais la quantité de carbone, de CO2, en fait, dans l'atmosphère, en concentration, en ppm. Et puis, il y a une des stations, la plus vieille station de mesure du carbone atmosphérique au monde, c'est une station qui est située sur l'île d'Hawaï, en fait, qu'on appelle l'Observatoire de Mauna Loa. Et puis, ici, ce qu'on voit, c'est l'augmentation fulgurante ou très marquée, en fait, de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, qui est passée, grosso modo, de 320 ppm à près de 420 ppm depuis les années 1960. Donc, là, on parle d'une réelle observation d'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On peut aussi constater les changements climatiques en fonction des données des stations météorologiques historiques. Donc, ici, j'aime bien les études ou les travaux qui sont faits par Lucie Vincent d'Environnement et Changement climatique Canada. En fait, eux, leurs travaux, c'est beaucoup de reconstituer l'historique du climat. Et dans cet exercice-là, une étude publiée en 2018, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont homogénéiser, corriger l'ensemble des données météo historiques et ils ont sorti ou extrait des tendances de réchauffement ou de refroidissement. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a des changements majeurs en termes de saisonnalité. Par exemple, ce qu'elle remarque pour l'Est du Canada depuis les années 50, c'est une augmentation de 7 jours par année au-dessus de 25 degrés Celsius. Ce sont des exemples d'indices qui sont mis en évidence par cette étude-là. Une diminution, donc, il y a 16 jours de moins par année de jours en bas de zéro, donc moins de gel par année. Si on regarde la saison de croissance climatique, donc le nombre de jours où la température est supérieure à 5 degrés Celsius. Donc, on observe qu'il y a près d'un mois de différence ou un mois de plus, finalement, récemment, comparativement aux années 1950. Et un mois de différence, ce n'est pas rien quand on compare à la saison de croissance qui dure 3-4 mois au Québec. On remarque aussi que la saison est principalement allongée par la fin, donc on a un automne plus tardif, mais on a quand même un devancement du printemps de l'ordre de 7 jours, donc d'une semaine, observable dans les données météo. Donc, évidemment, ces changements-là vont avoir une influence sur la production de sirop d'érable ou la production acéricole au Québec. Évidemment, on travaille sur le passé pour seulement mettre en évidence les tendances, puis qu'on est directement dans la tendance ou dans la mouvance des changements climatiques, mais il y a aussi les projections vers l'avenir. Très brièvement, de la façon que ça fonctionne, c'est différentes juridictions, différents pays développent des modèles mathématiques et puis les simulateurs vont mettre l'ensemble des résultats de ces modèles-là de manière à projeter une fenêtre de prédiction de réchauffement. Et puis ici, ce que j'illustre, c'est les projections qui sont fournies par le groupe Ouranos pour la région de la Montérégie. Et puis, ce qu'on voit, en fait, c'est ici les observations qui sont les données représentées par les lignes vertes et les tendances projetées pour les prochaines années selon deux scénarios d'émissions atmosphériques. Donc, est-ce qu'on va continuer d'émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'actuellement ou si on va modérer les émissions? Donc, si on a des émissions modérées, il est prévu que la température variera. Actuellement, on est autour de 5,5-6 degrés de température annuelle moyenne et on prévoit une augmentation jusqu'à 8 degrés, alors que si on continue des émissions élevées, on va se rendre plutôt à 12 ou 13 degrés d'ici la fin du siècle. C'est ce que prévoient en fait les projections climatiques.
Donc, on arrive plus précisément aux études qu'on a réalisées au cours des 10 dernières années pour pouvoir mieux comprendre en fait l'effet du climat sur la production acéricole, dans le but ultimement de pouvoir évaluer l'impact des changements climatiques sur la production, encore une fois, de sirop d'érable. Ce sont des études là, assez complexes, avec beaucoup d'analyses, mentionnant là, la mise en contexte, les bémols, tout ça. J'invite les curieux à en prendre connaissance là, de ces études-là. Mais je vais tenter là, de vous résumer rapidement ou brièvement plutôt les principaux constats qu'on a sortis de ces études-là. La première étude qu'on a faite, comme je vous mentionnais, s'est réalisée en 2009. Donc, il s'agissait d'évaluer l'influence du climat sur la variabilité des statistiques provinciales. Donc, à l'échelle du Québec, la variabilité du rendement annuel, on voulait expliquer quelles sont les variables qui expliquent les variabilités de rendement annuel. L'étude a été réalisée pour les années 1985 à 2006. Et ce qu'on remarque, donc 22 ans, si je ne me trompe pas, donc ici, le graphique illustre les observations, donc les statistiques provinciales de rendement à l'entaille observées, donc mesurées, illustrées par les points noirs. Et la ligne bleue représente le rendement simulé par le modèle mathématique à partir des données climatiques ou météorologiques. Dans cette approche-là, on avait une approche grossière, donc on a utilisé des variables mensuelles pour essayer de décortiquer ou mieux comprendre les principales variables qui régissaient le système ou les variations importantes d'une année à l'autre. Comme je vous mentionnais tantôt, le modèle a réussi bien à capter, par exemple, l'année 93 à 94, donc je vous parlais précédemment en introduction, alors que d'autres années, on réussit moins bien là, à capter l'anomalie, par exemple en 92, où la différence là, est plus importante entre la valeur simulée et observée. Mais malgré tout, on explique quand même une grande partie de la variance du rendement observé au cours des dernières années. Qu'est-ce qu'on ressort comme principale variable, en fait? Le modèle nous renseigne sur différents phénomènes climatiques qui semblent régir les variations interannuelles de rendement à l'entaille. Le premier groupe de variables qu'on a observé, c'est les températures hivernales. On se rend compte que quand il fait froid l'hiver, on a des meilleurs rendements au printemps, ce qui inaugure très bien là, pour la saison prochaine si on se fie à cette variable-là. On va y revenir un petit peu plus tard en détail. On ne peut pas, à partir de ces études-là, déterminer des processus ou bien identifier c'est quoi la raison qui explique le lien entre la température hivernale et la coulée printanière, mais on soupçonne que les froids hivernaux, en fait, sont impliqués dans les processus de résistance au gel. Donc, pour résister au gel, les arbres doivent se déshydrater, donc perdre de l'eau au plus possible et doivent aussi avoir une grande concentration de sucre qui leur permet d'agir comme antigel dans les tissus des arbres. Donc, il semblerait qu'il y aurait des mécanismes là, qui seraient liés à la production de sucre ou au taux de sucre là, dans l'arbre qu'on retrouve au printemps suivant. La deuxième groupe de variables qu'on observe, c'est les variables printanières de température maximale en février et mars. Donc, ce qui est important pour assurer une bonne saison, c'est que la saison soit initiée tôt au printemps. Donc, il faut que les températures maximum dépassent zéro en février et mars pour initier la saison de coulée et amorcer en fait la production tôt au printemps, ce qui fait que lorsqu'on arrivera à la fin de la saison, on aura cumulé une plus grande période de coulée et donc une plus grande coulée au total ou un plus grand rendement à l'entaille. La dernière variable qu'on a identifiée ou le dernier indicateur climatique qu'on a identifié, c'est la température moyenne du mois d'avril. Donc, c'est important, et là, on observe une relation inverse, c'est important que le mois d'avril reste frais le plus longtemps possible parce que des températures chaudes au mois d'avril vont venir mettre fin à la saison de coulée et vont écourter la saison des sucres, ce qui aura un impact négatif sur la coulée de l'année. Donc, des groupes de variables, finalement, qui définissent les conditions hivernales, le début et la fin de la saison. C'est cette combinaison de variables-là qui semble expliquer le mieux les variations qu'on observe d'une année à l'autre en termes de production ou de rendement à l'entaille.
On a tenté, après avoir déterminé un modèle mathématique pour expliquer la variabilité, on a pris en fait les extrants ou les sorties des prévisions de modèles mathématiques dont je vous ai parlé précédemment pour pouvoir estimer qu'est-ce qu'on peut anticiper comme changement à l'avenir en réponse au réchauffement du climat. Et puis, ce qu'on remarque, en fait, c'est que les conditions favorables à la coulée ou à la production de sirop d'érable seront présentes, mais ils seront présentes, en fait, 2 à 3 semaines plus tôt, autour de 2 semaines pour ce qui est du milieu du siècle et autour de 3 semaines pour ce qui est de la fin du siècle. Donc, une coulée là, qui devrait être devancée dans le temps. Si l'arbre n'était pas adapté ou que d'autres conditions limiteraient en fait la coulée opérationnelle là, 2 à 3 semaines d'avance, bien là, les conditions climatiques dans la fenêtre actuelle seraient moins propices à la production acéricole. Puis là, on anticiperait un changement ou une réduction du rendement à l'entaille. Mais c'est encourageant parce que les données historiques là, montrent qu'il est tout à fait possible d'avoir des coulées devancées de 2 à 3 semaines. L'autre étude qu'on a faite, ça termine pour la première étude. La deuxième étude qu'on a faite, c'est une étude réalisée, publiée plutôt en 2014. Cette fois-ci, on a tenté de raffiner notre compréhension du système, non pas en utilisant les données des statistiques provinciales, mais plutôt en étudiant les statistiques de production régionale pour les régions administratives du Québec et pour les États américains. Donc, au lieu d'avoir une seule donnée de production ou une seule statistique annuelle, on se retrouve avec 18 statistiques régionales pour chacune des années pour la période 2001 à 2012. Donc, après avoir compilé ces statistiques-là, on peut établir un climat moyen et des variables climatiques pour chacune des régions et chacun des États américains, de manière, encore une fois, à pouvoir expliquer mathématiquement la variabilité du climat dans le temps et dans l'espace. Ici, je vous illustre les états ou la répartition des données qu'on a utilisées. Donc, en gris, la zone en gris représente la distribution ou l'aire de répartition de l'érable à sucre en Amérique du Nord. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a les régions du Québec qui sont des régions productrices de sirop d'érable et les États américains, donc les États situés au nord-est de l'aire de distribution, pour lesquels il y a des statistiques de production acéricole. Pour les autres États plus au sud, ben, en fait, la production acéricole n'est pas, il n'y a pas de production acéricole ou elle est très, très marginale. Simplement, là, en titre d'information, les régions sont classées en termes de température annuelle moyenne, donc en partant avec les régions les plus froides, là, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et pour finir avec la Pennsylvanie, l'Ohio, le Connecticut, etc. Donc, pour ce qui est de la variabilité interannuelle, donc encore une fois, ça ressemble beaucoup aux statistiques que je vous ai présentées tantôt en termes de rendement en livres en l'entaille à chacune des années, pour ce qui est de la moyenne en Amérique du Nord. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des années qui sont bonnes, des années qui sont bonnes pour tout le monde en général. Donc, il y a une variabilité interannuelle qui est très prononcée, aussi prononcée que si on le regarde à l'échelle du Québec. Encore une fois, il semble donc y avoir des années très bonnes ou moins bonnes, mais à l'échelle continentale pour la production de sirop d'érable. Mais il existe aussi une variabilité régionale. Donc, chacune des régions n'a pas le même rendement en moyenne pour les années 2001 à 2012. On voit, par exemple, que la région qui est la plus productrice ou qui a le meilleur rendement à l'entaille est le Vermont, là, ici, représenté par la région 10, mais que la région 18, qui est l'Ohio, avec la température la plus chaude, a quand même des rendements là, très intéressants. Donc, il n'y a pas un lien direct entre la température annuelle moyenne et le rendement à l'entaille. Ce qui confirme là, que le système est plus complexe que cette simple relation-là entre la température annuelle moyenne et le rendement à l'entaille. Donc, encore une fois, on a pour cette étude-là combiné ou évalué un ensemble de facteurs climatiques, la fréquence des gels, le début du premier gel, la fin, la longueur de la période de dégel, plusieurs variables, de manière à pouvoir aller un petit peu à la pêche pour explorer puis comprendre un peu mieux les variables climatiques à chacune des régions et à chacune des années qui expliquaient
la variation de rendement. Donc, chacun des points représente une statistique annuelle pour une région ou un État américain donné. En noir, on a les régions pour le Québec et en blanc, ou les points blancs, pour les États américains. Je vais revenir dans 2 petites secondes. On a repéré ou identifié les mêmes variables d'importance qu'on avait identifiées à l'échelle mensuelle. Toutefois, il y a une nouvelle variable qui est ressortie de cette analyse-là, une variable qui était peu évaluée ou qui a été peu documentée. En fait, on se rend compte que si les conditions de croissance de l'été précédent, donc ici on l'illustre en termes de degrés-jours de croissance de l'été précédent l'année de la coulée, on se rend compte en fait que c'est associé à des meilleures coulées le printemps qui suit. Donc, en général, ce facteur-là est défavorable pour le Québec. Donc, on a des moins bonnes saisons au Québec, des saisons plus froides, alors qu'aux États-Unis, on a des saisons généralement plus chaudes avec plus de degrés jours de croissance. Encore une fois, on ne peut pas expliquer le mécanisme à partir de ces relations-là, mais on soupçonne en fait que l'arbre qui assimile plus de carbone, qui crée un cercle de croissance plus large avec des vaisseaux plus larges, va permettre en fait une meilleure coulée au printemps suivant. C'est ce qu'on pose comme hypothèse là, à vérifier qui découlerait de cette relation-là. Pour ce qui est des 2 autres principales variables, c'est exactement les mêmes phénomènes qu'on soupçonnait dans les analyses principales préliminaires plutôt réalisées à l'échelle provinciale. Donc, on se rend compte que la température hivernale a une forte influence en fait sur la coulée du printemps suivant, avec le Québec ayant des températures généralement plus froides, les États-Unis généralement plus chaudes, ce qui engendre des rendements plus faibles ces années-là pour ces États-là. Il faut donc comprendre de ces 2 relations-là qu'il y a donc une force inverse. Les États-Unis sont bénéficiés par des chaleurs chaudes durant l'été qui vont favoriser la croissance, la vigueur des arbres, la largeur des cernes annuelles, ce qui semblerait bénéfique pour la coulée des arbres au printemps suivant. Mais à l'inverse, ils ne bénéficient pas des froids importants au printemps ou plutôt à l'hiver qui vont engendrer qui seraient associés plutôt ou reliés à des meilleures coulées au printemps suivant. Il y a donc 2 forces qui s'opposent et c'est ce qui semble expliquer qu'il n'y a pas de lien entre la température annuelle moyenne, en fait, et le rendement, parce que d'un côté, l'été pousse pour des meilleurs rendements et l'hiver pousse pour des meilleurs rendements au Québec, ce qui fait qu'on n'a pas d'optimum vraiment, vraiment marqué en termes de température annuelle. La dernière variable qu'on a identifiée vraiment plus d'importance que les autres, c'est encore une fois le réchauffement. C'est important que les degrés jours ou la chaleur ne s'accumule pas trop vite au printemps, principalement avant la période du 1er mai, parce que c'est là, en fait, que la saison va pouvoir se poursuivre au cours du mois d'avril. S'il fait trop chaud au mois d'avril, la saison de croissance va s'amorcer, puis la saison des sucres, en fait, va s'arrêter immédiatement suite au changement de processus qui s'opère dans l'arbre. Donc, encore une fois, c'est important, là, cette variable-là de réchauffement. Il faut que ça se réchauffe tranquillement, qu'on ait des températures fraîches principalement au mois d'avril. On a voulu, en fait, à partir de ces connaissances-là, ou plutôt de ces statistiques-là régionales, simplement explorer la variable mensuelle qu'on avait identifiée là, quelques années avant dans l'étude préliminaire ou la première étude qu'on avait réalisée à l'échelle provinciale. Et dans ce cas-ci, on a relié la variable climatique de température moyenne de janvier, donc la première variable qu'on avait identifiée dans le modèle provincial, en lien, en fait, avec la production régionale de chacune des États et des régions québécoises pour remarquer en fait qu'on avait une relation en fait, très cohérente avec l'analyse qu'on avait faite à l'échelle provinciale. Et ce qu'on remarque comme relation, c'est qu'on a une baisse en fait de 0,11 livres à l'entaille pour chacun des degrés de température moyenne du mois de janvier. Donc, ça demeure là, même à l'échelle régionale, en fonction de la variabilité spatiale des statistiques, ça demeure une variable très, très importante pour expliquer les rendements du printemps suivant. Très rapidement, on a refait les analyses, en fait, pour démontrer. Il y a eu une étude qui est parue en 2019, et puis, à partir de quelques points
quelques observations là, dans quelques érablières et établissaient une relation très forte entre la température printanière et le rendement à l'entaille et concluait en fait qu'avec les changements climatiques, là, il y aurait pratiquement un déclin là, très, très rapide de la production acéricole ou de la production de sirop d'érable au Québec. Principalement aux États-Unis, en Amérique du Nord, et que le Québec serait avantagé là, de ce déclin-là américain. On n'était pas d'accord, en fait, ces observations-là ne semblaient pas cohérentes avec nos observations de statistiques. On a donc réanalysé nos statistiques pour la période là, plus contemporaine. Donc, c'est ça, ça venait confirmer, simplement pour conclure sur ça, cette absence de relation-là très forte venait confirmer, en fait, qu'il y avait très peu de liens entre la température annuelle moyenne et le rendement à l'entaille. Il semble donc y avoir là, vraiment deux forces qui s'opposent, la force du climat plus froid au nord et la force du climat plus chaud au sud, pardon, et qui fait qu'on a très peu de relation avec la température annuelle moyenne. On a poussé un peu notre exploration, en fait, dans une autre étude où est-ce qu'on a eu là, la chance de mettre la main ou de se faire partager, de se faire offrir là, par les producteurs et productrices acéricoles les statistiques hebdomadaires observées dans les régions acéricoles au Québec. Donc, des statistiques hebdomadaires, il faut comprendre que ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est des statistiques annuelles qui nous permettent de voir comment ça varie d'une année à l'autre, le rendement, ou comment ça varie sur le territoire, mais ça ne nous permettra pas de déterminer comment ça varie dans la saison. Donc, ces statistiques hebdomadaires-là venaient vraiment là, nous donner beaucoup plus d'informations sur le timing ou la façon là, dont évoluait la saison d'une année à l'autre. Donc, ici, ce que ça représente, c'est les 121 érablières sondées. Donc, il faut comprendre que c'est des érablières qui font partie d'un sondage et les producteurs et productrices acéricoles, chaque semaine, vont sonder ces producteurs-là pour savoir où sont rendus dans leur production annuelle. Donc, ça nous donnait 13 années de production de 1999 à 2012 avec, à partir de ces données-là, on a observé une saison là, vraiment plus hâtive à Saint-Hyacinthe. Donc, on voit le 26 février 2010 à Saint-Hyacinthe pour ce qui est de la saison la plus hâtive observée dans les 13 années et la saison la plus tardive, 2008, dans le Bas-Saint-Laurent, Beauce et Mauricie, donc dans ces trois régions-là. Et puis, je vais vous montrer un peu là, comment ces données-là peuvent vraiment raffiner notre compréhension de comment le climat influence la coulée ou la saisonnalité et ultimement le rendement à l'entaille moyen. Donc, ici, ce que je vous représente, ces deux années-là sont vraiment intéressantes parce qu'en 2010, en fait, il y a eu vraiment une anomalie de température. Ce que je vous représente ici, c'est l'anomalie pour mars. On a eu un mois de mars vraiment chaud, un mois de mars qui peut ressembler presque aux prédictions qu'on fait pour le réchauffement là, prévu pour le milieu du siècle prochain. Donc, ce qu'on a eu, en fait, c'est des températures qui étaient autour de 5, 4 ou 3 degrés au-dessus de la normale là, pour le mois de mars 2010. Si on regarde comment se traduit cette anomalie climatique-là, comparativement à 2008, entre 2010 et 2008, donc pour ce qui est de 2010, représenté par la ligne orange, pardon, ici, donc encore une fois, le rendement cumulatif en livres à l'entaille à chacune des semaines de sondage réalisées par les producteurs. Donc, ce qu'on voit, c'est que en raison des températures exceptionnellement chaudes au mois de mars, on a eu un début de coulée très hâtif, en fait, hâtif comparativement à la moyenne normale, et que la coulée, finalement, le fait qu'on a pu commencer très tranquillement ici comme ça nous a permis d'accumuler un meilleur rendement au cours de la saison. Comparativement à 2008, où les températures très fraîches, en fait, au mois de février et mars, ont fait en sorte que la coulée s'est amorcée au début du mois d'avril. Donc, il faut bien comprendre qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 semaines de moins de coulée. Donc, ne serait-ce que cette durée-là où est-ce qu'on n'a pas de coulée possible parce que le climat est trop froid en février et mars, c'est ce qui explique en fait la grande différence entre la saison la plus tardive et la saison la plus hâtive. On va y revenir dans quelques minutes là, avec des données climatiques.
Mais c'est seulement pour vous faire comprendre, encore une fois, l'importance des températures de février et mars pour amorcer la saison de coulée. Donc, c'est important que les températures dépassent, que les maximums de température dépassent les 0 degrés Celsius là, pour amorcer la coulée tôt février-mars pour assurer un rendement intéressant l'année suivante. Juste un instant. Oui, juste ici, pardon. Ici comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose là, en 2010 qui avait été largement médiatisé. En fait, là, les gens ont bien remarqué, les producteurs ont bien remarqué qu'on parlait d'une saison exceptionnelle. Donc, très tôt, on titrait La sève coule déjà à flot, même pour ce qui est de la fin de la saison des sucres, le tire à sa fin. Donc, on avait remarqué en fait que c'était de façon très précoce là, cette saison-là. C'est pas, les statistiques sont tout à fait conformes là, aux observations. C'est beau d'avoir un début de croissance hâtive, mais la deuxième, je vous ramène à la deuxième variable très importante. C'est important qu'au mois d'avril, les températures demeurent fraîches parce que si les températures sont chaudes, on va mettre fin à la saison de coulée. Ici, je vous montre l'exemple de 2012. Je vous porte l'attention. Ici, ce qu'on représente, c'est le rendement cumulatif pour chacune des régions acéricoles au cours de la saison 2012. J'attire votre attention sur les régions les plus chaudes, donc Montérégie-Est, Montérégie-Ouest, dont le rendement a débuté relativement tôt, là, donc au début mars. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que dès la fin mars, le rendement a plafonné, donc il y a eu fin de la saison de coulée pour les régions les plus chaudes dès la fin mars. Donc, il n'y a pas eu de coulée en avril, ce qui a engendré des rendements relativement faibles par rapport aux rendements habituels ou aux autres régions. Si on compare à la Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, représentée par la ligne en bleu ici, eh bien, elle, qui est caractérisée par des climats beaucoup plus frais, ben, on voit en fait que la saison, au cours du mois d'avril, s'est poursuivie là, de façon vraiment importante, puis ça l'a permis à cette région-là d'atteindre des rendements supérieurs en fait aux autres régions, étant donné qu'on a eu des températures fraîches en avril. Donc, on a encore une fois ces deux forces-là, l'initiation de la coulée au printemps et au mois de février-mars et les températures douces qui doivent se poursuivre pour éviter ce bris ou cette fin de saison-là hâtive. Encore une fois, en 2012, là, la fin de saison hâtive avait été vraiment remarquée là, par plusieurs acériculteurs. Ici, on voyait, par exemple, on a une saison très courte. D'habitude, c'est du 15 mars au 15 avril. Cette année, on a eu à peine 12 jours de coulée. Donc, c'est ce genre de températures chaudes-là qui surviennent généralement au mois d'avril, avant le début de la croissance des arbres là, qui survient plus autour du 1er mai. Donc, si on a des températures chaudes durant cette période-là, on va avoir devancement de l'activité dans les arbres et fin de la saison acéricole. On a couplé en fait notre évaluation, on a modélisé ce début ou ce timing-là du début et de la fin de saison de coulée. Et puis, on a appliqué notre modèle mathématique aux différents scénarios de changement climatique. Tantôt, je vous parlais que les différentes juridictions assemblaient différents modèles de manière à pouvoir avoir une fenêtre de projection. C'est ce qu'on a fait. Donc, les lignes pâles, les lignes minces, en fait, expriment chacune des projections pour ce qui est du début de la date du début de la coulée en termes de semaines selon le 1er janvier. Donc, actuellement, la période de référence, si on prend la médiane de l'ensemble des scénarios représentés par les points bleus, on voit que le début de la saison se fait généralement là, autour de 9 semaines, grosso modo, après le 1er janvier. Et on anticipe, selon les scénarios de 2050 et 2090, un devancement de l'ordre de 2 à 3 semaines pour le milieu du siècle ou la fin du siècle, là, ce qui est tout à fait, encore une fois, cohérent. Donc là, il faut bien comprendre qu'on utilise des données régionales avec une période différente comparativement à la première analyse où on faisait l'analyse sur des données provinciales. Et puis, on obtient grosso modo les mêmes résultats, c'est-à-dire un devancement de la période du début de la coulée et de la fin de coulée de 2 à 3 semaines. Et on n'anticipe pas d'impact majeur là, sur la coulée générale ou les projections de coulée ou de rendement à long terme.
ce début hâtif-là de la saison de croissance, c'est quelque chose qui ressort, pas de la saison de croissance, pardon, de la saison de coulée. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus à différentes années. Les producteurs remarquent ça. Il y a des articles, vous voyez ici, 2010, 2015, 2013, pardon. Donc, c'est relativement fréquent. Ça semble être presque maintenant quelque chose qui est observé et vécu. Et c'est tout à fait cohérent là, avec les données météorologiques dont je vous ai présenté en introduction, là, qui parlaient de 1 à 2 semaines de devancement des conditions climatiques printanières. Donc, simplement mentionner là, que c'est une nouvelle réalité probablement auquel les astériculteurs devront faire face. On m'avait demandé de revenir sur la saison 2021. Je termine avec cette section-là qui a quand même quelques éléments, mais je trouvais ça vraiment intéressant là, de mettre en relation aussi la saison des sucres 2021. La saison des sucres 2021 a été un peu spéciale hein, parce qu'on a vu toutes sortes de choses dans les médias. On parle ici de saison mitigée. En Estrie, on parle d'une saison des sucres difficile, alors que dans d'autres régions comme Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, on parle du beau temps des sucres. Alors que dans Port-Neuf, mais la saison des sucres s'annonce très bonne. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et comment les facteurs climatiques ont influencé cette production-là en 2021? Là, c'est cette partie-là là, que j'aimerais terminer avec cette section-là. Donc, ici, juste pour résumer très rapidement, voici le portrait de l'évolution du rendement au cours des 40 dernières années. Si on met en perspective l'année 2021 qui se situe ici, donc on voit là, que c'est grosso modo, c'est quand même pas si mal là, comme rendement qu'on a eu. On parle de 2,75 livres à l'hectare. Ça en fait la 7e meilleure année des 42 dernières. C'est quand même pas rien. On parle de grosso modo 20 de plus de la moyenne là, qui se situe à 2,29 livres. 8,7 de plus que la moyenne des 20 dernières années, donc si on considère jusqu'ici. Toutefois, ce qui peut laisser souvent là, dans l'impression qu'on a eu une mauvaise année, c'est qu'on a eu des années vraiment, mais vraiment exceptionnelles en 2019-2020 et en 2016 et 2017. Donc, évidemment, si on se compare à ces années-là, ben, on a grosso modo 6,9 moins que la moyenne des 10 dernières années, qui, elle, est supérieure. Donc, on parle de 2,95 livres à l'entaille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique en fait cette disparité-là ou cette variabilité-là interrégionale? Ici, ce que je vous présente, encore une fois, je reviens sur les statistiques régionales pour vous présenter ou expliquer mieux qu'est-ce qui a pu se passer. Ici, ce qu'on voit, c'est encore une fois le rendement à l'entaille pour chacune des régions, les régions acéricoles du Québec. Et ce qu'on voit, c'est que généralement, il y a une assez bonne synchronicité. Donc, quand c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre en général. Mais je vais attirer votre attention vers 2 saisons particulières pour mettre en évidence la saison 2021. Donc, premièrement, 2021, donc je vais y revenir dans 2 petites secondes, mais j'aimerais mettre en évidence la saison 2018. Pourquoi la mettre en évidence? Parce qu'en 2018, en fait, la région plutôt la plus chaude, la région de Montérégie, a eu un rendement là, parmi les plus exceptionnels là, jamais observés, alors que la région la plus froide, le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, a eu un très faible rendement, un des plus faibles là, observés au cours des 20 dernières années. Donc, je vais revenir sur le comportement ou la saisonnalité de cette année-là, 2018. Et en 2021, c'est l'inverse, en fait. Ce qu'on voit, c'est que la région la plus chaude, la Montérégie, a eu une baisse importante comparativement à l'année précédente, alors que la saison de Bas-Saint-Laurent-Gaspésie a eu une année ou une saison de production parmi les meilleures des autres régions. Donc, en comparant 2021 et 2018, on va pouvoir mieux comprendre comment le climat est venu expliquer ces différences-là qu'on voit là, dans ces 2 régions-là pour ces 2 années-là. Donc, ici, je commence par 2018. Là, je vous rappelle, 2018, la région la plus chaude, on a un très, très bon rendement parmi les meilleurs qu'on a jamais vus dans cette région-là, alors que le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie a un très, très faible rendement. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors ici, je vous présente les données hebdomadaires pour ces 2 régions-là, donc les données des sondages à chacune des 2 semaines pour la Montérégie-Ouest, la région la plus chaude. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'au mois de février,
dès le début, dès le premier sondage au mois de février, on avait presque déjà une livre à l'entaille de produite dans la région de la Montérégie-Ouest, donc une saison très, très précoce qui a commencé très tôt et qui s'est poursuivie, en fait, tout au long du mois d'avril pour se terminer là, comme l'ensemble des saisons au maximum le 1er mai. On en observe très peu d'observations de coulées là, plus loin que le 1er mai. Donc, c'est vraiment l'amorce, en fait, très hâtive de la coulée, combinée à une prolongation durant le mois d'avril qui a fait qu'on a pu cumuler des rendements supérieurs à 4 livres en l'entaille pour la Montérégie-Ouest, qui est quand même un rendement là, très, très, très satisfaisant ou très haut. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Bas-Saint-Laurent? C'est que pendant que la température était adéquate pour la coulée dans la Montérégie, en fait, il faisait beaucoup, beaucoup trop froid, presque tout le mois de mars là, pour assurer la coulée dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui fait qu'on a eu un début de saison de coulée autour du début avril pour avoir une très faible coulée au mois d'avril qui s'est terminée, comme toutes les autres années, autour du 1er mai maximum, parce qu'on dépasse rarement le 1er mai. Donc, encore une fois, ça met en évidence comment le dégel ou les températures chaudes au printemps qui permettent d'amorcer ou non la saison vont régir l'importance du rendement futur au printemps. Si on regarde concrètement les données météorologiques de cette année-là, pour chacune des deux régions, donc ici, je vous présente la température maximale moyenne du mois de février. Je vous ramène au premier modèle où on avait identifié ça, cette variable-là comme étant une variable critique pour le début de la saison. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qui se passe en Montérégie, c'est qu'on a observé le mois de février le plus chaud jamais observé dans la période étudiée, ce qui explique pourquoi on a une amorce et un rendement presque de 1 livre à l'entaille au 1er février, c'est que le mois de février a été particulièrement chaud, début de la coulée et atteinte de près d'une livre à l'entaille au début février, ce qui est au début mars, pardon, ce qui est très hâtif comme période des sucres. Qu'est-ce qui se passe en Gaspésie pendant ce temps-là? Les températures maximales se situent autour de -4, là, ce qui est sûr qu'il est impossible d'assurer une coulée là, journalière en ayant des températures aussi froides que ça. Donc, encore une fois, c'est vraiment la température du mois de février-mars qui est venue, dans ce cas-ci, février, qui est venue amorcer la saison des sucres de façon très tôt au printemps. On revient sur la saison 2021. Je vous présentais que c'était le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021, le contraire entre les deux régions? En 2021, on a une amorce là, relativement synchrone entre les deux régions, qui est plutôt dans la moyenne, autour de la mi-mars. Un très bon début de saison pour la Montérégie. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que dès le début avril, on a fin de la saison dans la Montérégie. Donc, la saison ne se poursuit pas au cours du mois d'avril, alors que pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, on a une continuité de la progression ou de la coulée au cours du mois d'avril pour atteindre plus de 3,5 livres à l'entaille dans cette région-là, alors qu'on a un faible rendement comparativement à la saison de 2018 pour ce qui est de la Montérégie-Ouest. Donc, encore une fois, c'est la chaleur ici du mois d'avril qui vient mettre fin à la saison des sucres ou à la coulée et qui explique qu'on n'a pas pu atteindre des rendements aussi bons qu'en 2018, par exemple. Si on regarde les données météorologiques, donc température du mois d'avril, ce qu'on voit, c'est que c'est tout à fait cohérent là, avec l'hypothèse de la température chaude au mois d'avril, donc dans la région de Montérégie. C'est le deuxième mois d'avril le plus chaud observé sur l'ensemble de la période étudiée. Alors que si on regarde dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, les températures sont encore tout à fait là, dans les optimums qu'on considère là, pour la période de coulée. Donc, encore une fois, c'est les températures trop chaudes du mois d'avril qui sont venues mettre fin à la coulée et un début, en fait, plutôt moyen de la période de coulée qui a engendré la saison, les disparités ou la différence qu'on voit entre ces deux régions-là sur le territoire en 2021.
Dernier élément que je voulais vous parler, on a parlé beaucoup du taux de sucre en 2021. Hein. On n'a pas de statistiques sur le taux de sucre moyen, soit par région ou à l'échelle du Québec. On peut toutefois faire des hypothèses, notamment en lien, comme je mentionnais, avec les températures hivernales dont on soupçonne le lien avec le taux de sucre. Ici, ce qu'on remarque, en fait, c'est que l'année 2021, si on réfère à la température du mois de janvier, donc je vous ai mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait un lien très important ou étroit entre la température moyenne du mois de janvier et la coulée au printemps suivant. Bien, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a eu des printemps, là, un printemps plutôt doux. En général, peu importe si on est en Montérégie ou dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, comparativement aux hivers là, vraiment plus froids où on observe des moins 14, entre autres, ou autour de moins 12, moins 10 comme température hivernale. Donc, on a un hiver relativement doux et on soupçonne, encore une fois, basé sur les relations qu'on a observées entre le rendement au printemps et la température hivernale de l'hiver précédent, qu'il y aurait eu un effet là, de ces températures douces-là sur un effet néfaste, en fait, de ces températures douces-là sur la coulée printanière qui s'ensuit. Très brièvement, cet enjeu-là de température douce pendant l'hiver, ça semble être un enjeu très important, principalement pour les producteurs américains. Il y a plusieurs années où est-ce qu'on observe que les Américains semblent se plaindre, en fait, que les hivers sont trop doux pour assurer une bonne production au printemps. Donc, de ce réchauffement-là, en fait, il pourrait en tirer un avantage là, pour le Québec comparativement à la production américaine, particulièrement en raison là, du réchauffement du climat qui est anticipé au cours des prochaines années. Alors, c'est en gros le message que je voulais vous présenter. J'aimerais ça peut-être simplement résumer là, très brièvement. Juste un instant. Oh, pardon, je reviens. Donc, ce qu'on observe en combinant les données sur les statistiques à la fois régionales et provinciales, mais aussi régionales et pour les États américains et pour plusieurs années de statistiques, ce qu'on voit, c'est qu'on identifie là, quatre grandes variables, quatre grandes périodes qui influencent la coulée des sucres. Donc, on se rend compte que les conditions favorables pour la photosynthèse l'été précédent, est-ce qu'on parle de degrés jour de croissance, de longueur de saison de croissance, c'est grosso modo des informations qui sont très corrélées, mais disons des conditions favorables à la photosynthèse l'été précédent est une des variables importantes qu'on a identifiées pour assurer un bon rendement le printemps suivant. Ça prend des hivers froids. On soupçonne un effet sur le taux de sucre, sur la capacité, sur la déshydratation des arbres qui fait qu'on augmenterait la concentration de sucre, entre autres, dans les arbres et la production de sucre pour résister au froid, au grand froid hivernal, qui aurait un effet positif là, sur la coulée printanière du printemps suivant. On soupçonne, bon, pas on soupçonne, ou on observe plutôt que c'est important d'avoir des printemps de dégel hâtif. Il faut des températures relativement chaudes au mois de février-mars pour initier la saison de coulée. Et puis, le quatrième élément, il faut que ces températures fraîches-là perdurent au printemps, donc principalement au mois d'avril, parce que rendu au 1er mai, de toute façon, les processus s'amorcent, les bourgeons sortent et la fin de la saison de coulée sera inévitable. Si on combine les résultats de nos analyses statistiques ou de nos modèles climatiques avec les scénarios de changement climatique, bien, on anticipe relativement peu de changements futurs pour la production de sirop d'érable, mais plutôt un devancement de la période de coulée ou de la saison de 2 à 3 semaines, donc à la fois du début et de la fin de la saison de coulée. On prévoit de façon générale que les régions les plus au sud du Québec pourraient connaître des années avec des faibles productions, principalement dues au réchauffement précoce ou hâtif des températures au mois d'avril, survenant à certaines années, mais que cette problématique-là serait plutôt plus problématique pour les États-Unis, principalement pour les États plus au sud dont le rendement pourrait diminuer particulièrement dans ces États-là.
Donc, de façon générale, on anticipe que la position concurrentielle du Québec là, ne semble pas menacée par les changements climatiques, puis pourrait même s'améliorer par rapport à la production américaine. Finalement, je voulais simplement laisser sur une porte un petit peu ouverte, là, dire qu'il reste quand même beaucoup de questions, à la fois sur les processus, tout ça, la mécanique qui découle de nos observations entre les statistiques et le climat régional, mais il demeure aussi des appréhensions là, face aux effets des changements climatiques et du climat en général sur la qualité du sirop d'érable, là, sur lesquels on a très, très, très peu d'informations. Donc, je vous remercie pour votre attention.